Bonjour, on est le 1er avril 2019. Bon, c'est la journée du poisson d'avril. Voilà, ici, je fais une vidéo qui n'est pas un poisson d'avril. Voilà, c'est la première des choses. La seconde chose, bon, il y a eu la bataille d'Okinawa. Bon, le 1er avril 1945, c'est une bataille japonaise avec les forces alliées. Euh, et ça a duré jusqu'en juin 45. Bon, voilà, bataille d'Okinawa, à l'île d'Okinawa au Japon. Euh, Bataille très meurtrière, comme toutes les batailles qui a lieu en général. Parce que, au dépend des nationalismes de part et d'autre. Et donc, les guerres se font jusqu'à, je veux dire, corps et âme, je veux dire, jusqu'à des pertes humaines, je veux dire, très élevées. Bon, ici, je vais faire créer une fiche technique. Une fiche technique, pas du côté réparation, hein, parce que au niveau fiche technique de réparation, la fiche technique reprend une partie des éléments que je vais voir là au niveau de la fiche technique de réparation, mais ici c'est pas une fiche technique réparation, c'est une fiche technique tout court. Voilà, mais la fiche technique réparation reprend une partie de ces éléments que je vais mettre ici. Ça, c'est d'une part. Seconde part, la fiche technique réparation, hein, qui est à part, reprend les doléances du client et les symptomatiques rencontrées par le client qui est décrit au réparateur ou au technicien, qui lui va prendre les usages nécessaires par rapport au premier, a priori, révélé par le client. Mais attention que le client peut donner une certaine voie à suivre, mais qui n'est pas forcément la bonne voie, hein. Il peut être trompeur. Donc c'est au réparateur à faire le nécessaire pour faire, je veux dire, le bon diagnostic, hein. Parce que parfois il y a des personnes qui relatent certains faits, qui le relatent très mal, qui peuvent même envoyer vers un autre chemin le réparateur. Donc c'est au réparateur à tenir en compte ou pas des doléances du client par rapport à ce qu'il a rencontré. Bon. Dans 90% des cas, on peut faire confiance aux doléances du client, mais il y a 10% de cas qui peuvent vous voilà, faire fausse route par rapport à, quant à la, comment est-ce qu'on appelle ça, à la réparation à suivre. Donc, c'est bien de tenir compte des avis du client, mais pas toujours. Il y a des cas de figure où il vaut mieux extirper voilà, les propos du client et de faire de diagnostiquer sans ses propos et voilà. De toute façon, les diagnostics, généralement, on peut prendre en compte les propos du client, mais on diagnostique quand même d'une manière logique, hein. Donc, voilà, mais si le client nous a raconté quelque chose, ben, qu'on fait un diagnostic, qu'on se rend compte que ça n'a rien à voir avec ce que le client a raconté, hein, faut tenir compte de ça. Voilà. Mais ici, de toute façon, c'est pas une fiche technique de réparation que je vais voir, mais une fiche technique tout court. Comment la scinder euh, au niveau de la fiche. Au niveau de la fiche, comment répertorier les notions techniques au niveau d'une fiche technique qui n'est pas une fiche technique réparation. Voilà, parce que la fiche technique de réparation nécessitera bien sûr une signature, un accord entre les clients et, euh, euh, et l'entreprise réparatrice, hein, d'un diagnostic à faire et donc d'un devis à établir. Et s'en suivra ou pas, je dirais une réparation ou non, parce que si c'est irréparable, on ne répare pas quelque chose bon, qui coûterait trop cher à la réparation et qui ferait en sorte de valoir mieux acheter un nouvel appareil que de le réparer parce que ça coûterait trop cher et qui pourrait recauser une nouvelle rechute technique, hein, une nouvelle panne qui coûterait, je veux dire, à force d'avoir des pannes, la somme des pannes, bon, ça a un certain coût. Vous achetez un nouvel appareil, vous êtes tranquille, sous garantie pendant un certain temps. Voilà. Donc, comment répertorier donc une fiche technique? Ben, on peut, par exemple, créer des groupements. Des groupements, par exemple, en ensemble de choses de même nature. Par exemple, ensemble de choses de même nature, ce que je vais appeler une catégorie, hein. Je vais catégoriser par une catégorie d'ensemble. Une catégorie d'ensemble. Par exemple, je vais classifier sur la fiche technique que la catégorie de l'appareil que j'ai en possession est un appareil euh, euh, électrique. Un appareil. Donc, va rentrer dans cette catégorisation tout appareil
électrique. Bon, alors dans la catégorisation, je peux avoir une sous-catégorie qui va caractériser l'appareil électrique dans une forme bien spécifique. C'est-à-dire que je vais caractériser par rapport à la chose ou l'objet même par rapport toujours à sa nature, mais sous un aspect divers ou un degré divers ou une série diverse. Voilà, et cette gamme-là, je vais cette gamme, hein, donc je vais la catégoriser sous forme de gamme. Donc les appareils électriques pourront se sous-catégoriser sous forme, par exemple, d'appareils. Ici, dans ce cas-ci, je prends un cas de figure électroménager. Voilà. Donc je vais sous-catégoriser un appareil électroménager ici, dans ce cas-ci, hein, qui est un appareil électrique. Donc la catégorie, c'est l'appareil électrique, la sous-catégorie, c'est un appareil électroménager, et donc la sous-catégorie, c'est la gamme. Gamme, c'est la gamme électroménager. On peut appeler ça type, hein, le type, hein, type électroménager, etc. Bon, parce qu'on a des appareils électriques, de piscine, des appareils électriques voilà, de jardinage, voilà. Euh, si je prends par exemple une tondeuse électrique, c'est un appareil électrique, mais de la gamme non pas des électroménagers, mais de jardinage, hein. On peut classifier ça sur voilà, appareil électrique de jardinage. Électroménager, c'est bien sûr, vous comprendrez, c'est tout ce qui est à faire avec le ménage, mais un ménage électrique. Voilà, c'est ce que la ménagère utilise pour voilà, faire sa cuisine pour le nettoyage, etc. Donc si je prends par exemple, quand je dis ménagère, il y a aussi le ménager. Ça peut être un homme qui travaille ou une femme. Bon, ça ne change rien. Hein, il y a pas de, voilà, je ne vais pas dissocier l'homme ou la femme. L'homme et la femme peuvent travailler. L'homme peut faire le ménage ou la cuisine, comme la femme peut faire le ménage ou la cuisine. Il n'y a pas de, voilà, de distinction là-dessus. Mais maintenant, si vous devez faire, par exemple, enlever les poussières, vous ne le ferez pas avec une brosse, mais plutôt avec un aspirateur. Donc, vous utiliserez un appareil ménager mais électrique. Et le fait de retirer la poussière, c'est bien un travail ménager. Donc la gamme, c'est bien la gamme de la catégorie des appareils électriques. Dans ce cas-ci, j'ai choisi un appareil électroménager, c'est-à-dire qui permet de faire le ménage, c'est-à-dire cuisine, nettoyage, entretien, voilà, de l'habitation. Mais je parle de l'habitation, mais je ne parle pas du jardin, parce que là, on retrouve des appareils de jardinage. Et je ne parle pas du garage, parce que dans le garage, on va retrouver des appareils électriques propres qui ne sont pas d'usage électroménager, à faire le ménage, mais à faire autre chose. Et donc, on pourra la catégoriser sous un autre aspect. Voilà, sous un autre aspect, un autre type, une autre gamme. Bon, maintenant, je peux avoir désignation de l'appareil. Désignation, ce que j'appelle appellation, mais pas forcément appellation, on peut avoir le nom de dénomination. Hein, dénomination. Appellation, je ne sais pas si c'est deux L ou un L. Bon, s'il y a un L, vous allez corriger. S'il y a deux L, ben, vous laissez ça comme ça. Je ne me rappelle plus. Appellation. Bon, si je dis appel, il y a deux P. Enfin, je crois que lation, on entend un double L. Donc, je maintiendrai à mettre un double L, mais si ce n'est pas le cas, bon, vous corrigerez. Bon, désignation, appellation, dénomination. Ouais, par exemple, ici, je prends le cas d'un mini-four. J'ai pas parlé de four micro-ondes, hein, je parle d'un mini-four électrique, si vous voulez. Hein, pas faire la différence entre un mini-four et un four à micro-ondes, c'est pas la même chose. Bon, et ça, bien sûr, au travers de tout ça, il y a la société qui va créer ce mini-four, par exemple, qui est un appareil électroménager de type électrique. Voilà. Eh bien, il y aura une marque. D'office, il y aura une marque. Parce que la plupart des sociétés qui fabriquent donc, par exemple, des appareils, quel type il soit, quelle gamme soit-elle par rapport à la catégorie, peu importe, eh bien, ont déposé généralement une marque de fabrique, une marque de commerce, une marque de service, hein, le cas échéant, si c'est un service. Mais ici, c'est une marque de fabrique par rapport à un produit qui est un mini-four. Mais cette entreprise ne fabriquera pas forcément que des mini-fours, elle fabriquera peut-être d'autres appareils, qu'ils soient de type électroménager ou autre, peu importe, mais voilà, elle aura une certaine marque légale.
c'est-à-dire dont la loi, dont l'objet a fait, dont, on va dire comment ça, on va dire ça comment, on va dire dont la marque a fait l'objet, si vous voulez, d'un dépôt légal. D'un dépôt légal. Bon, ça a à voir avec le droit. Enfin, bon, quand on dépose une marque, c'est un acte, on va dire, légitime. Un marque, déposer une marque, c'est, on va dire, un objet de législation. Parce que il faut le déposer au travers d'un objet de dépôt légal. Donc c'est au travers du droit. C'est une notion de droit. Voilà. Alors à côté de ça, la marque, bon, je ne vais pas mettre de marque ici, hein, bon, je ne vais pas faire de la publicité pour une ou l'autre, je vais dire marque de mini-four. Généralement, les gens, ils ont des fours à micro-ondes, ils n'ont pas des mini-fours. Et alors, il y a les dimensions. Les dimensions, reprises par, bien sûr, une hauteur, une largeur et une longueur, puisque c'est un volume, généralement parallélépipédique, hein, pour les mini-fours. On retrouve un mini-four comme ceci. Voilà, parallélépipédique. Et c'est ce qu'on appelle l'encombrement. Pourquoi l'encombrement? Il faut savoir où est-ce que vous allez le placer. Par exemple, j'ai bien dit par exemple, hein, parce que bon, c'est pas forcément dans une cuisine. Un mini-four, c'est pas forcément dans une cuisine. Vous pouvez mettre des mini-fours dans un atelier pour temps de midi réchauffer quelque chose, ou dans une cantine, ou peu importe. Bon, ça dépend voilà, là où vous avez envie d'installer un mini-four, pour autant qu'il y ait, je veux dire, des prises électriques, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Voilà. Les prises électriques, bien sûr, d'alimentation de 120 volts, 50 Hz. Par exemple, du 50 Hz. Voilà. Alors, donc les dimensions, l'encombrement, c'est une particularité, c'est de la fiche technique. Et la fiche technique, ça montre l'encombrement, c'est-à-dire là où on peut passer le micro-ondes. S'il y a des endroits où l'encombrement ne le permet pas, on ne le mettra pas là-bas. Voilà. Alors, l'alimentation, je vais vous le dire, hein, c'est une caractéristique électrique, l'alimentation. Bon, si je prends un mini-four à 220 volts, mais bon, ça c'était avant, parce que maintenant, je crois que si on mesure le secteur ne fait plus 220 volts. Si je prends 230 volts, hein, vous mesurez le secteur avec un voltmètre, 230 volts avec voilà, une fréquence réseau de 50 Hz. Bon, l'alternateur voilà, tourne, par exemple, si c'est un alternateur qui tourne à 50 Hz. Bon, parce qu'aux États-Unis, il y a des alternateurs qui tournent à 60 Hz. Bon, il y a certains appareils électriques qui fonctionnent en 50, voilà, mais qui ne fonctionnent pas en 60 Hz. Hein. Méfiez-vous de ça. Voilà. Bon, mais de toute façon, ici, j'ai pris un mini-four qui est vendu, par exemple, à la communauté européenne avec des normes européennes. Je vais le voir tout de suite. Alors, je peux avoir le poids, par exemple, le poids peut-être de donner de 800 grammes. 800 grammes. Je peux avoir, avec l'alimentation électrique, je peux avoir la puissance électrique. Bon, ici, je prends un mini-four d'une faible puissance, c'est-à-dire, par exemple, de 800 watts. Bon, plus vous allez avoir des fours de forte puissance, plus vous allez avoir des plaques linéaires que vous pouvez préparer avec des températures plus élevées d'office. Alors, ici, j'ai pris un mini-four. Bon, c'est une puissance de 800 watts. Bon, il ne consomme pas beaucoup. Hein, plus la puissance est élevée, plus vous allez consommer, plus vous allez payer par rapport au temps d'utilisation, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, à côté de ça, il y a la puissance, il y a l'alimentation, dimension, et bien sûr, les normes. Alors, les normes, je vais reprendre les normes européennes, bon, qui peut être, voilà. Ici, voilà, la norme européenne pour les mini-fours, pour les appareils électrodomestiques et électroménagers, c'est la norme CE, d'ailleurs je vais le noter tout de suite, c'est la norme CE-EN 603, par exemple, hein, 603 35-2-9. Voilà, ça c'est les normes pour les appareils électrodomestiques, bien sûr, y afférent aussi, hein, bon, qui se rapprochent aux appareils électrodomestiques, voilà, qui sont du moins qualifiés d'appareils électrodomestiques, voilà, ou une certaine forme assimilable à des appareils électrodomestiques. Donc, je dirais des appareils électrodomestiques ou électroménagers et analogues. Voilà, je dirais ça comme ça.
Voilà. Et, mais tout ce qui est four de cuisson, tralali, tralala, bon, voilà, ce sont ces normes-là. Bien sûr, vous pouvez les retrouver dans le site internet des normes françaises, puisque les normes françaises reprennent les normes européennes. Hein. Les normes françaises, c'est AFNOR, hein, l'AFNOR, je crois que c'est l'Agence française de normalisation. Voilà, l'AFNOR. Si vous allez dans le site de l'AFNOR, vous tapez hum, CE- non, non, parce que le nom français, ce sera avec FR. Ils ont nommé avec FR. Donc, ils ont changé. Le numéro ici va rester. Hein, mais à la place de CE, ils vont mettre FR. Voilà, française. Normes françaises. Mais ce pas des normes françaises, normalement, ce sont des normes européennes. Bon, parce que, voilà, qui rentrent dans le cadre, je veux dire, de plusieurs pays où la circulation du produit ici pourra se faire de manière aisée parce qu'elle va, on va dire, répondre aux normes de plusieurs pays et non pas d'un seul pays. Voilà, donc en fait, le produit sera susceptible d'être intégré dans des produits où la norme est en vigueur. Est en vigueur. Bon, et donc ça, dans la communauté européenne, plusieurs pays où la norme est en vigueur et pourront, je veux dire, utiliser par exemple ce mini-four que j'ai pris. Voilà. Et donc l'Agence française de normalisation, hein, si vous tapez ce numéro-là, 603-35-2-9, vous allez avoir toutes les normes afférentes, je veux dire, voilà, aux appareils électrodomestiques et électroménagers. Voilà, et vous allez voir tout ce qu'il y a là, dans ce site, mais vous pouvez retrouver ça sur les normes européennes, pas forcément dans le site français. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, maintenant, ça, ce sont qu'est-ce qu'on retrouve dans la fiche technique. J'ai bien dit, c'est pas la fiche technique réparation. Attention, entendons-nous bien, parce que là, il n'y a pas déjà un premier prélèvement euh, comment on appelle ça. C'est une fiche technique tout simplement en tout court, qui n'est pas de réparation parce qu'elle ne reprend pas les doléances reprises par le client pour guider le réparateur dans sa recherche. C'est pas ça. C'est pas ça ici. C'est juste une fiche technique qui va catégoriser. Mais attention que la fiche technique réparation reprend ceci. Hein. Elle reprend la catégorie, c'est l'appareil électrique. Normalement, la fiche technique reprend tout ceci. Hein. La fiche technique réparation reprend les informations de fiche technique, mais en plus des informations en plus. Hein. Voilà. C'est ça que je veux dire. Donc la fiche technique tout court, qui n'est pas celle de réparation, la fiche technique qui renseigne, si vous voulez, euh, sur les premiers éléments de groupement, de catégorisation du produit, mais on retrouvera la catégorie, la gamme, la désignation, dénomination, désignation, la marque, et bien sûr le régime secteur, c'est-à-dire l'alimentation, les dimensions d'encombrement, la puissance, le poids et la norme. Alors ici je vais décrire un mini-four, hein, je décris un mini-four. Attention que je suis toujours dans la fiche technique et le mini-four, bien sûr, je vais le décrire au niveau fiche technique intérieure. Si maintenant vous voulez voir les informations extérieures, je m'excuse, je vais décrire les informations extérieures. Si vous voulez voir les informations intérieures, ça constitue les informations techniques intérieures. Et là, à ce moment-là, les informations techniques intérieures, mais il faut aller voir ce qu'on appelle la documentation technique relative bien sûr, la fiche technique. Hein, et comme la fiche technique va décrire une marque, voilà, une gamme et une désignation, avec catégorie, gamme, désignation et marque, je dirais même avec les normes hein, avec ces 4 éléments-là, ça suffit pour aller chercher la documentation technique et, si vous voulez, pouvoir réparer un tel type d'appareil. Voilà. Ouais. Voilà. Donc ça, ce sont les informations. Il y a la fiche technique intérieure et extérieure. Donc, si vous allez dans la documentation technique, vous allez avoir la fiche technique de l'appareil extérieurement et intérieur. Vous allez tout avoir. Tout est décrit. Tout est décrit. Mais si vous voulez réparer, vous aurez besoin des informations intérieures. D'intérieur. Alors, sachez qu'ici, je décris un mini-four. Hein. Je décris pas un four à micro-ondes, hein, parce que le four à micro-ondes, bon, c'est avec un circuit oscillant, un plateau tournant. Voilà, il y a un plateau tournant, voilà, et un circuit oscillant avec self-condensateur, voilà, qui va permettre de créer les micro-ondes. Voilà, Mais je suis pas là, je décris pas un four à micro-ondes. Je décris un mini-four.
Un mini-four, c'est pas la même chose. Bon, et quand je dis mini-four, je dis même que c'est bon, l'encombrement, il va être petit, déjà de 1, et en plus de ça, bon, c'est un four à faible puissance ici, hein, donc euh, probablement à résistance électrique. Voilà, tout simplement. Alors, bon, ce qui permet de ne pas avoir beaucoup de capacité au niveau de cuisson. Voilà. Par exemple, si je prends ici, je vais décrire un mini-four, mais ce mini-four il est constitué tout d'abord d'une plaque d'acier, voilà, d'une certaine couleur, hein, euh, bien sûr avec une porte d'ouverture ici latérale, voilà, et bien sûr avec du verre pour voir ce qui s'y passe à l'intérieur du four. Donc on a la porte à ouverture latérale, donc je vais essayer de le mettre comme ceci. Voilà, ouverture de porte, et là le verre. Là j'ai le verre. Donc là, on a la tôle. La tôle, c'est une tôle d'acier, bien sûr. C'est un corps métallique, si vous voulez. C'est un corps métallique en tôle, avec un certain coloris, mais avec une certaine, je sais pas moi, du blanc. Généralement, les électroménagers sont en blanc. On peut avoir du gris, on peut avoir voilà, tout ce que vous voulez. Ça, c'est pas un problème. Vous demandez à l'usine, il va vous mettre une certaine couleur adaptée. Tant que vous payez, il n'y a pas de problème. Il peut vous faire toutes les couleurs possibles et imaginables. Voilà. Le tout, c'est s'il sort de la gamme de couleurs faites à grande échelle, ben vous payerez voilà, le prix voilà, de la tôle, le prix de la couleur de la tôle. Voilà. Et ça, c'est le vert. On a le vert ici, ça c'est la porte latérale. Alors, donc on a la tôle, le corps métallique qui est en tôle avec une certaine couleur. On a la porte latérale, à ouverture latérale si vous voulez. On a sur cette porte là du verre et bien sûr du métal. Hein, on retrouve du métal avec du verre. Maintenant, à l'intérieur, on peut se retrouver avec comment ça appelle ça, quelque chose d'amovible. Hein, c'est-à-dire qu'on peut bouger, mais c'est voilà, c'est une grille qui peut être chromée. Elle peut être chromée. Hein, bon, je veux dire, généralement en chrome, une grille chromée qu'il faut nettoyer de temps en temps avec un produit spécial anti-graisse. Voilà. Euh, et voilà, qui est amovible. C'est-à-dire que je peux l'enlever en ouvrant la porte, latéralement. Je peux enlever le grill, voilà, le grill facilement. À l'intérieur, bien sûr, vous avez la fameuse cuve d'acier. On a une cuve à l'intérieur, hein, une cuve d'acier. Voilà, ça c'est la cuve d'acier. Alors là, on n'a plus la tôle fatalement, parce que la tôle, elle est ici. Voilà la tôle. Voilà. Donc à l'intérieur, on a une cuve d'acier. Alors, question commande. La commande, on a ici on a un tableau de commande. Ouais, quand je dis commande, c'est pas forcément un tableau d'interaction. Je n'aime pas parler de commande. Hein, parce que l'interaction, quand on dit interaction, je préfère le mot interaction hein, que le mot de commande. Parce que l'interaction permet d'interagir, c'est-à-dire en entrée-sortie. Comme un ordinateur, c'est un petit peu ça. Il y a toujours des entrées-sorties. Voilà. Donc, par exemple, je peux avoir des sorties qui est un affichage. Voilà, par exemple, l'affichage de l'heure en heure, minute, seconde. Je peux avoir même le jour et l'année. Voilà. Je peux avoir une manette. Et là c'est en entrée. La manette, c'est en entrée. Une manette de température qui permet de faire à 4 températures, hein, parce que c'est un mini four. C'est pas un four à micro-ondes. Voilà. Je vous l'avais dit tout à l'heure. C'est ça la différence, un mini four. Hein, voilà. Euh, euh, donc une manette qui va commander par exemple pour 4 températures. Hein, je dirais par exemple une décongélation, vous sortez je dirais une viande, comment on appelle ça, viande, poisson, peu importe ce que vous, une pizza, n'importe quoi, et vous la décongeler qui vient du réfrigérateur, du surgélateur, vous le tapez là-dedans, vous mettez en congélation et il va vous congeler ça. Voilà. Attention que je rappelle encore une fois, et je le répète, c'est pas un four à micro-ondes, c'est un mini four électrique. Voilà. Alors, par exemple, il y aurait une décongélation, un réchauffage, voilà, et une cuisson. Voilà.
Voilà, on pourrait cuire jusqu'à un certain point, parce que je vous dis, c'est un four à 800 watts que je vous ai décrit ici, un mini four. Donc 800 watts, c'est une petite puissance, Vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez avec ce four à micro-ondes. Ce mini four, je m'excuse, ce mini four. Alors généralement, il y a un câble secteur pour mettre comment est-ce qu'on appelle ça, un câble secteur ou un cordon d'affichage, si vous voulez, un cordon d'affichage 220 volts pour mettre avec une prise de terre, bien sûr. Hein. Voilà, avec prise de terre, parce que maintenant la plupart des appareils sont avec prise de terre. C'était avant qu'il n'y avait pas de prise de terre. Voilà. Quoi qu'on peut retrouver encore des appareils qui sont sans prise de terre avec une fiche qui est comme ceci. Voilà. On retrouve encore des appareils, parce que j'ai encore des appareils comme ceci. Voilà, qui sont sans prise de terre. Mais normalement, les appareils qui sont mis, je veux dire, avec une tôle, normalement, il faut un appareil, il faut une prise de terre. Voilà. Voilà. Tout ce qui est tôle qu'on va venir toucher, ben, qu'on risque de toucher, il faut mettre une prise de terre. Voilà. Alors, donc c'est une fiche secteur au cordon d'alimentation avec, si vous voulez, prise de terre. Alors, pour terminer avec ce mini four, mais vous comprendrez qu'on ne laisse jamais un appareil alimenté comme ceci. On ne met jamais un appareil qui est toujours alimenté. Il sera toujours sur secteur, un raccordé sur secteur, mais bien sûr avec un interrupteur on-off. On-off, c'est-à-dire allumage éteint. Quand vous n'avez plus l'usage, vous l'utilisez, vous le mettez en off. Quand vous l'utilisez, vous appuyez sur on. Parce que par exemple, si je prends le cas de figure d'un frigo, le frigo, bon, il est toujours sur secteur, mais là, il n'y a pas de on-off, parce que bon, le frigo, il est toujours en usage. Toujours en usage. Soit c'est le compresseur qui tourne, soit vous ouvrez la porte, c'est les lampes qui s'allument. Voilà, mais le frigo, il travaille tout le temps. Il travaille tout le temps. Au niveau de, voilà, du flux réfrigérant, il circule tout le temps. Et à un moment donné, le compresseur doit tourner, donc il faut faire appel à, voilà, via un thermostat, je veux dire, à faire tourner par exemple le compresseur, et donc il n'y a pas d'interrupteur allumé. Voilà. Il est toujours alimenté, toujours susceptible d'être alimenté. Voilà. Susceptible quand, je veux dire, le thermostat, je veux dire, le comment de processus, voilà, de faire tourner par exemple le compresseur. Donc le compresseur est susceptible de tourner à n'importe quel moment. Et on l'entend. Un compresseur, ça s'entend. Donc à ce moment-là, le frigo est toujours alimenté, toujours. Il n'y a pas à appuyer sur un bouton on-off si vous voulez. Quoique pour la portière du frigo, bon, il y a un on-off, voilà, il y a un clapet qui vient choquer, si vous voulez. Voilà, je vais expliquer ça comme ça. Un frigo, voilà, un frigo. Si vous ouvrez la porte, là, on range qu'est-ce qu'on range ici? Des bouteilles, des sauces, etc., etc. Par contre, la lampe, elle est ici. Hein. La lampe est ici. Voilà, on a une lampe ici intérieure qui vient allumer pour voir quand vous ouvrez le frigo, ben, on voit les aliments à l'intérieur. Puisque un frigo, c'est tout noir à l'intérieur. Enfin, noir, non, mais un frigo, on ne voit pas grand-chose, c'est obscur. Hein, c'est obscur. Donc, il faut, si vous voulez, l'allumer pour voir à l'intérieur du frigo. Donc, il faut une lampe, mais la lampe doit s'allumer uniquement quand vous ouvrez la porte, pas quand vous fermez la porte, la lampe est éteinte. Fatalement, on va pas. Voilà. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu une panne comme ça. Hein. Je peux vous expliquer que j'ai eu une panne comme ça. C'est qu'à un moment donné, alors, avant de vous expliquer ma panne, je peux vous expliquer qu'ici, il y a un clapet d'ouverture-fermeture. Il y a un clapet ici.
un clapet ici, voilà, euh, voilà, qui vient entrechoquer le plastique ici. Il entrechoque. Hein, quand vous fermez la porte, ce plastique-là vient entrechoquer ceci qui recule, qui fait office de poussoir et qui éteint la lampe. Ça veut dire que euh, il vient entrechoquer parce que vous avez fermé la porte. Si la porte est fermée, il vient entrechoquer. Voilà un clapet. Et ce clapet, dans le circuit électrique, vient fermer la lampe. Voilà. Et moi, ce que j'avais, voilà, dans mon frigo, il n'y avait plus de contact entre les deux, donc la lampe s'allumait plus, parce qu'il était usé. Donc j'ai dû mettre un plastique comme ceci, enfin un caoutchouc, je m'excuse, avec une vis, et quand on ferme le frigo, ben, le clapet ici, de nouveau, refait contact. J'ai gagné, si vous voulez, une épaisseur. Bien une épaisseur en caoutchouc, mais le clapet, maintenant, comme il était usé, et que j'ai mis un grossissement grâce à une épaisseur en caoutchouc, maintenant, il refait contact. Mais le problème, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, les lampes, elles brûlaient à chaque fois. Alors, comment ça se fait qu'elles brûlaient? Là, j'ai regardé ici le frigo. Eh bien, le frigo, quand il était fermé, la lampe était toujours allumée à l'intérieur. Et c'est pour ça que la lampe était toujours allumée. Et en fait, elle brûlait tout, constamment. Alors, il fallait chaque fois remplacer les lampes. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Bon, eh bien, de reculer l'épaisseur, parce que, pourquoi elle est restée allumée? Parce que ce clapet ici était resté coincé. Le petit clapet du circuit électrique de l'allumage de la lampe était resté coincé, si vous voulez. Du fait que l'épaisseur ici était trop grosse. Être trop grosse, donc mal calculée. Donc qu'est-ce qu'il a fallu faire? Bon, reculer l'épaisseur d'un cran, reculer l'épaisseur d'un cran, et à ce moment-là, là, j'ai dû débloquer bien sûr le clapet, le clapet, le refaire revenir à sa position initiale, parce qu'il était resté coincé à l'intérieur, le refaire revenir le décoincer, donc le sortir, et reculer, si vous voulez, le caoutchouc en plastique qui avait été placé sur l'étagère voilà, des sauces, etc. Et à ce moment-là, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, après, en fermant, euh, euh, en regardant bien sûr au travers du rebord du caoutchouc ici, on voit bien que quand on fermait la porte, l'intérieur était bien éteint. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vient éteindre la lampe? Ici, c'est un contact, c'est un contact en plastique qui se fait grâce à l'étagère voilà, des produits. Hein. Mais comme l'étagère avait usé le clapet, mais le clapet, si vous voulez, ne se fermait plus. Donc il a fallu mettre un caoutchouc, mais j'avais mal mis le caoutchouc que, pour finir, il avait laissé coincer le clapet. Et la lampe était toujours allumée et il brûlait les lampes. On s'est rendu compte qu'à la fin, les lampes se brûlaient toujours, alors que c'était des bonnes lampes adéquates pour les frigos. Hein. Les lampes voilà, pour les frigos. Et donc, on s'est rendu compte que les lampes commandées étaient bonnes, mais qu'à l'intérieur, elles restaient toujours allumées en regardant, bien sûr, par le caoutchouc. Tu faisais d'écarter un petit peu le caoutchouc pour voir que quand le frigo était fermé, la lampe était toujours allumée à l'intérieur. Donc, on comprend que la lampe s'usait facilement. Voilà. Donc, et une lampe, c'est pas fait pour être allumée tout le temps. Voilà. Et donc, normalement, il faut un contact d'ouverture-fermeture. Et donc, ici, dans le mini-four, fatalement, le mini-four, on l'utilise que quand, je veux dire, on appuie sur la lampe. Quand on appuie sur le... ouais, il y a une lampe à l'intérieur du bouton poussoir pour dire qu'il est on ou off d'office. Hein. Ouais, pour dire qu'il est on ou off, il y a une lampe à l'intérieur, mais on utilise le micro-ondes que quand on a appuyé sur le bouton on, c'est-à-dire démarrage ou voilà, et on l'éteint quand on appuie sur l'extinction. Voilà. Et donc, fatalement, on l'utilise que quand on a un besoin de cuisson, quand on a un besoin de cuisson, de décongélation ou autre. Voilà, quand on a un besoin. Et si on n'a pas de besoin, on l'éteint d'office. Voilà. Et bien qu'on a raccordé sur secteur qu'il est toujours alimenté, hein,
le four sont en fonctionnement que quand on appuie sur l'interrupteur. Contrairement au frigo, le frigo est toujours alimenté, oui, mais en fait c'est un appel de courant automatique pour soit faire fonctionner le compresseur ou la lampe. Et la lampe, je vous l'ai expliqué, c'est avec un clapet. Voilà, je vous remercie. Normalement, je crois que j'ai tout dit. Et ça constitue tout ça. Une fiche technique, bien sûr, c'est une fiche technique de extérieur. Hein. Donc on a l'enrouleur de... comment est-ce qu'on appelle ça on a l'alimentation, le cordon d'alimentation, la fiche secteur, si vous voulez. Hein, on a le corps métallique qui est de la tôle avec un certain coloris. On a le gris chromé. La manette ici, la manette pour avoir différentes températures. Un affichage, un bouton on-off et avec une porte d'ouverture-fermeture. Attention, je vous le répète, c'est un mini-four. Hein. Pas un four à micro-ondes. Hein. Il n'y a pas de moteur avec pas un moteur tournant avec un verre qui fait tourner. Voilà. Il n'y a pas un piège à ion, il n'y a pas de transformateur à l'intérieur avec un circuit RC. Ça n'a rien à voir, c'est avec des résistances. Voilà. Pas confondre un mini-four d'un four à micro-ondes. Hein. Voilà. Ça, vous pouvez l'utiliser, je veux dire, où vous voulez cuire pas un plat consistant à de grande température, voilà, mais si vous voulez cuire avec des faibles puissances, voilà, ça suffit pour faire beaucoup d'alimentation. Déjà avec 800 watts, on sait faire beaucoup de choses. Voilà. Je vous remercie.